Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, tout d'abord un grand merci à Emmanuel Hirsch de permettre cet espace de pensée et cette parenthèse qui nous est offerte pour nous professionnels. On en a bien besoin. Donc merci. Et avec toujours le même enthousiasme et la même détermination. Alors je vais commencer par une question, par une interrogation. Je vais mettre mes lunettes aussi. Voilà. Combien de fois chacun d'entre nous s'est-il plaint de sa mémoire ? Combien de fois chacun d'entre nous a fait l'expérience de chercher un mot ou un nom propre ? Combien de fois avons-nous rêvé d'une mémoire sans faille, surdimensionnée et toujours fidèle en toutes circonstances ? Je crois qu'il nous est tous arrivé, un jour ou l'autre, à tous les âges de la vie, de faire l'expérience de l'oubli, d'avoir des ratés aux conséquences diverses, d'avoir ce qu'on appelle communément en langage trivial des trous de mémoire ou des aléas de mémoire, comme le dit justement Francis Eustache. Alors il y a tout à la fois une communauté de vécus qui tend sans doute à la banalisation de ce type de situation et une expérience unique, singulière, intime et souvent fort désagréable, reconnaissons-le, qui renvoie chacun à lui-même, égarer ses clés ou ses lunettes, rechercher de longues minutes le nom de cet écrivain que l'on sait, pourtant que l'on sait, oublier un rendez-vous, quoique très agaçant. Tous ces exemples font partie de la phénoménologie de la vie quotidienne de chacun, oubli de la vie quotidienne évoqué par Paul Ricoeur. Ce type de situation renvoie chacun à lui-même en interrogeant ses propres capacités, ou plutôt ses incapacités, par l'expérience des limites cognitives. Et corollairement à d'autres distorsions mnésiques, comme les hypermnésies douloureuses et traumatiques, ces oublis ordinaires témoignent dans le même temps, si besoin est, d'une vitalité plutôt saine et dynamique de la mémoire. Il n'y a pas de mémoire sans oubli, et la mémoire humaine est par essence une mémoire oublieuse. Rappelons que mémoire au sens de l'apprentissage et oubli sont indissociables et se révèlent l'un l'autre comme deux faces d'un seul et même unique processus. L'oubli renvoie aussi, nous le rappelait Jean-Claude Amaison hier soir, à cette mémoire inconsciente. Nous parlerions davantage de mémoire implicite. Et je voudrais citer Pascal Quignard dans un joli conte autour d'un prénom perdu, le nom sur le bout de la langue, une recherche d'un prénom perdu d'une femme jadis aimée. La mémoire est d'abord une sélection dans ce qui est à oublier, ensuite seulement une rétention de ce qu'on entend mettre à l'écart de l'emprise de l'oubli qui la fonde. Les recherches actives en mémoire, sans succès parfois et signifiant par là même que l'on sait, sont souvent des modes d'entrée à la plainte mnésique présentés par les patients lorsqu'ils viennent et se rendent dans les consultations mémoire. L'oubli possède ce fameux paradoxe, ou ce curieux paradoxe, de contenir en lui-même tous les ingrédients de ce qui va constituer ses défaillances et ses ratés. En effet, comment puis-je être si sûr de savoir que je sais, alors que précisément je n'arrive plus à savoir ? Je n'arrive plus, par exemple, à retrouver le nom de la personne que j'ai croisée tout à l'heure et que je sais, je suis intimement convaincue que je connais ce nom-là, mais il m'échappe. C'est une expérience qu'on a fait tous, bien curieuse et régulière, répétitive, qui nourrit un certain nombre de nos plaintes à l'égard de notre mémoire. La mémoire est donc oublieuse, nous nous en plaignons, soit. Pour autant, dans ces démêlés que chacun entretient au mieux tout au long de sa vie avec ces deux composantes d'une même fonction, certains d'entre nous vont appréhender d'autres ratés ou d'autres défaillances, préfigurant pour eux-mêmes des désordres cognitifs plus durables et délétères. Ce sont donc les premiers éprouvés et les premiers signes d'une maladie probable qui seront soumis à relecture, peut-être des années après, dans un récit de reconstruction de l'historicité des troubles. Ce sont les premiers signes avant-coureurs
Qu'est-ce qui différencie un oubli de la vie quotidienne, que certains qualifient d'oubli fonctionnel, d'oubli attentionnel, d'autres oublis inaugurant un processus plus péjoratif, dit pathologique? C'est toujours la même question, redondante, de la distinction du normal, du pathologique, avec des plaintes qui semblent néanmoins totalement différentes. Aux difficultés de se souvenir d'un nom propre, à ces situations mille fois évoquées en consultation mémoire, avec le sentiment pour le professionnel, en tout cas d'une certaine répétitivité, comme par exemple, je descends dans mon sous-sol chercher une brique de lait, je suis dans mon sous-sol et je ne me souviens plus de ce que je suis venue chercher, et une fois remontée dans ma cuisine, je retrouve. Exemple qui est souvent ponctué par « vous voyez, madame, je perds la mémoire ». Alors, à ce type de situation vont s'opposer d'autres situations, comme le récit d'une jeune femme que nous avons reçue il y a quelques mois au CM2R à Nancy, 44 ans, infirmière du travail, qui se rend en consultation mémoire sous la pression de ses collègues et pour qui le diagnostic de maladie d'Alzheimer probable va être posé dans les mois qui viennent suite aux résultats des différents examens. Elle évoque ainsi des moments de non-reconnaissance de sa propre image dans le miroir et des épisodes de désorientation dans sa propre maison. Je ne savais plus où je suis et ce que je fais là. Elle évoque ces moments comme des désagréments, sans grande importance, dit-elle, semble-t-il en tout cas, et sans réelle plainte ou demande. Ce sont ses collègues qui se plaignent. Mais à mon avis, on se doit d'être vigilant. Je crois qu'il serait vraiment trop facile d'opposer les oublis de la vie quotidienne avec ce type de situation. Opposer la plainte à l'absence de plainte, opposer la dramatisation de l'évocation à la relative distanciation avec l'événement, comme chez cette infirmière. Opposer le sentiment d'urgence exprimé par la personne elle-même au sentiment d'urgence ressenti par les proches. Ce serait trop aisé, ou en tout cas trop risqué pour la personne, de faire cette distinction entre normal et pathologique. Rappelons que chaque évocation, chaque récit détient une singularité de l'expérience intime qui ne peut être confrontée, à mon avis, aux généralisations excessives. Quoi qu'il en soit, ce temps des premiers éprouvés et des premiers signes est un temps extrêmement sensible, qui cède pour certains et conduit à l'expression d'un sentiment d'urgence, dont vous parliez tout à l'heure, Sentiment d'urgence à consulter, c'est là où je suis un petit peu plus nuancée avec vous. Chez la personne, quelquefois, il y a ce sentiment d'urgence à consulter, qui est un sentiment bien distinct de la situation d'urgence, puisqu'il renvoie à la subjectivité de chacun et encore une fois qui relève de l'intime et de ce qui nous constitue. Ce sentiment d'urgence est sous-tendu par nos affects, nos émotions, d'une part, et d'autre part, et en corollaire par nos peurs, nos craintes, voire nos angoisses, difficilement nommables parfois. Ce sentiment est issu d'une subjectivité mise à jour par la rupture et l'effraction du trouble cognitif dans un réel ou dans une continuité jusque-là bien identifiée. Le trouble cognitif ressenti devient situation d'urgence puisqu'elle vient troubler la personne et la fragiliser. Et c'est sans doute de cette rupture que se construisent les craintes. Ce sentiment d'urgence naît chez la personne d'un point de bascule entre un avant et un après qui mettrait en péril, ou en tout cas qui la menace, l'intégrité et la cohérence, d'où la nécessité d'obtenir un rendez-vous rapidement auprès des consultations mémoire qui vont proposer, dans une temporalité toute différente, des rendez-vous dans des délais d'attente qui peuvent avoisiner les 2 mois, voire plus largement, et qui apparaissent toujours trop longs pour les consultants. Animée par ce sentiment d'urgence, la personne demandeuse est dans l'immédiateté, elle n'est pas dans une réponse différée, puisque la personne craint de perdre pied et de se perdre aussi quelquefois elle-même. Et on voit bien combien les temporalités sont différentes. Les centres mémoire, eux, ne sont pas en situation d'urgence, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ni aux prises avec ce sentiment d'urgence. Il n'y a pas de réelle urgence médicale au sens vital,
Une urgence, selon Larousse, c'est le caractère de ce qui est urgent ou de ce qui ne souffre d'aucun retard, avec une nécessité d'agir vite. C'est donc l'idée que cela presse, avec une injonction d'aller vite. Ça suppose une mise en acte nécessaire, rapide, avec parfois des conséquences vitales. Ça peut être donc une question de vie ou de mort. Il y a donc une injonction à répondre. Tout se passe comme si, dans les situations d'urgence, se révélait une dichotomie entre la nécessité impérieuse de l'agir qui viendrait s'opposer à la pensée et à l'élaboration. Et un sociologue, M. Pierron, fait remarquer que l'urgence constitue une sorte de cas limite de l'agir parce qu'elle vient bouleverser le rythme temporel habituel de l'action. Et c'est peut-être ce hiatus, c'est-à-dire cette distinction entre la personne qui ressent les premiers signes, ou son entourage d'ailleurs, qui perçoit les modifications chez son proche, et qui éprouve ce sentiment d'urgence à consulter rapidement pour que cesse ce plus comme avant, cette inquiétante étrangeté des premiers signes et les réponses différées des consultations mémoire. Nous savons bien, nous, professionnels, mais c'est peut-être une de nos certitudes à déconstruire, qu'il n'y a pas de réelle urgence à consulter en regard d'un processus physiologique qui évolue sans doute à bas bruit depuis de longues années. Et pourtant, c'est peut-être ce hiatus dans ce que l'on pourrait nommer un conflit de temporalité qui majore et alimente les craintes des personnes et renforce les anxiétés. Dans ce contexte, le premier contact avec la secrétaire est primordial et sans doute à penser davantage comme un premier soin. Les ressentis donc inaugurent ces premières fois. Et nous savons combien les premières fois, les premières rencontres ont des valeurs toutes spécifiques. Inaugurant le parcours de soins et la relation avec les professionnels, ces premières rencontres vont déterminer souvent, d'une part, les positions de chacun, mais ensuite l'évolution de la prise en soin. Ces temps sont déterminants. Dans ce premier entretien, que ce soit avec l'infirmière de consultation, le médecin, voire le psychologue, sont déposées tout à la fois les demandes, les absences de demandes, les plaintes ou les absences de plaintes, les craintes explicites ou plus masquées. Les premiers signes vécus comme ébauche d'une menace terrible et à venir pour sa propre intégrité s'accompagnent de craintes multiples. Entre les craintes liées à un environnement hospitalier non familier, la crainte de la médicalisation du trouble, qui ne l'est pas encore, et des craintes plus profondes, comme celle de perdre la tête, expression si souvent formulée, ou les craintes de la maladie d'Alzheimer, comme mon père ou comme ma mère, expression si signifiante dans un mouvement de filiation avec des aménagements défensifs qui peuvent s'élaborer autour de mécanismes d'identification ou de solidarité familiale, comme nous pouvons le mettre en évidence parfois. C'est ce patient âgé de 70 ans qui est suivi dans notre service. Il a été suivi, traité depuis 10 ans, pour qui le diagnostic a été posé il y a 10 ans sur des critères essentiellement cliniques et à qui on annonce, suite à de nouveaux examens 10 ans après, dans un contexte d'absence totale d'évolutivité des troubles, qu'il n'a pas les critères aujourd'hui diagnostiques d'une maladie d'Alzheimer et qui répond au médecin, parce que je pense que ce patient était vraisemblablement affecté par cette non-annonce ou cette annonce, qui répond contrairement finalement aux attentes du médecin, ce que vous me dites là ne m'arrange pas du tout. Comme si son attachement à une certaine solidarité et loyauté familiale prédominait sa propre santé et qu'un autre possible, autre que la voie paternelle, était à nouveau à retravailler et à élaborer. C'est un patient donc non symptomatique qui a vécu une dizaine d'années en se vivant comme malade, et pour qui en quelques minutes voit s'écrouler toutes ses élaborations autour de la maladie et autour de la maladie de son père. Alors, en proie à ces craintes et sentiments multiples, face à ces premiers éprouvés, un médecin psychiatre qui venait lui-même en consultation, donc pour lui-même, avait évoqué comme un sentiment d'inquiétante étrangeté. Et il disait,
ce sentiment d'inquiétante étrangeté, je le comprends mieux aujourd'hui, cette expression freudienne. Ce quelque chose d'effrayant qui suscite angoisse et éprouvante sans que l'on puisse réellement le définir. L'inquiétante étrangeté est cette variété particulière de l'effrayant qui remonte au depuis longtemps connu, depuis longtemps familier. Comment cela est possible, s'interroge Freud. À quelles conditions le familier peut devenir inquiétant et effrayant? Ce sentiment émergeant dans l'incertitude intellectuelle, précise-t-il par ailleurs. Et c'est bien ce point de rupture, encore une fois, entre le familier, l'oubli ordinaire, et la bascule possible vers un tout autre ailleurs, de désorganisation avec perte de repères identitaires, qui est si effrayant, avec des éprouvés qui signent le temps de la modification des représentations, insidieusement, avec une appréhension de la réalité qui sera forcément différente de ce qu'elle était. C'est sur ce chemin des éprouvés aux possibles symptômes que les différents examens médicaux, neuropsychologiques, biochimiques tenteront de préciser ce qu'il en est d'une probable maladie. Sur ce chemin-là, et dans ce temps tout particulier, il s'agira, là aussi, ça a été dit plusieurs fois ce matin, d'écouter et d'accueillir, et peut-être avant tout, ce que la personne a à nous dire, si bien nommé par Marie-Josée Desvolgo comme l'instant de dire. C'est d'ailleurs le titre de son ouvrage. Elle montre comment une rencontre, même brève, peut être propice pour une construction mythique individuelle qui rend possible une quelconque efficacité thérapeutique face à un autrui vulnérabilisé par ses éprouvés et ses incertitudes face à son devenir. C'est l'écoute de la maladie du malade, pour reprendre Canguilhem, l'écoute des plaintes, ou de l'absence de plaintes d'ailleurs, l'écoute des certitudes de la personne. Pour autant, l'écoute dans un environnement de médicalisation n'est pas qu'un principe de précaution. Elle engage très concrètement les deux protagonistes de la relation, mais elle apparaît nécessaire. En effet, qui peut mieux que la personne pour exprimer à la fois ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, mais aussi ce qu'elle attend des professionnels? Qui peut mieux que la personne elle-même? Alors, faute d'un guide du voyageur perdu dans le dédale des relations humaines, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Jacques-Antoine Malarévis, l'écoute de la personne est déterminante, le récit du malade en première personne. Il reste une minute. Oui, j'ai fini. Ce n'est qu'à partir de cette écoute, de ces préalables qui nous paraissent nécessaires, que pourront se dégager en retour les hypothèses diagnostiques qui viendront et qui permettront l'adaptation à la personne et à sa prise en soin dans un respect, encore une fois, de sa singularité, de son intériorité. Et là, il est bien là question de subjectivité et même d'intersubjectivité. Face au ressenti de la personne, cette écoute est donc une exigence éthique. Elle est le préalable nécessaire aux consultations suivantes, voire aux prises en soins futures. Elle est le point de rencontre intangible entre professionnels et les personnes accueillies. C'est de cette manière-là, à mon avis, que nous, professionnels, nous pourrons grandir. Grandir, pour reprendre le terme de Clémentine Sellerier hier, c'est de notre compétence. Et ça, à mon avis, nous le devons aux patients que nous accueillons parce qu'ils nous font confiance. Je vous remercie de votre attention.